Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien. C'est parti pour 30 minutes d'infos, de reportages et d'interviews avec Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à toutes et à tous. Et dans cette édition, on parle des terres de Béner. Et oui, parce que c'est la fin de presque 10 ans de combat. Le projet commercial est tombé à l'eau et l'association des Amis et Riverains de Béner a eu gain de cause. On en parle avec Jean-Claude Kerville, membre de l'association, dans quelques minutes. Et puis en deuxième partie, un peu d'histoire. Comment c'était Le Mans au XXe siècle ? Eh bien, c'est ce que montre ce livre, Le Mans d'antan, et on en parle avec Daniel Levoyer, l'ancien président de la Vie Mancelle et Sartoise, qui sera avec nous dans la suite d'Au Quotidien. Mais d'abord, l'actualité. Et au sommaire de ce mercredi 4 décembre, les motions de censure à l'encontre du gouvernement qui divisent. Et oui, à l'échelle nationale, encore à l'heure où nous rendons ce journal, mais aussi en local. Nous avons demandé les positions des 5 députés sartois sur ce vote qui pourrait entraîner la chute du Premier ministre Michel Barnier. L'acte 3 de la mobilisation des agriculteurs avec une action dans une grande surface du département. Et puis des lumières qui brillent, une maison illuminée qui ouvre ses portes gratuitement pour offrir de la magie de Noël. Pour ou contre ? C'est la question posée aux députés. Ce mercredi, les motions de censure du gouvernement sont débattues à l'Assemblée nationale et pourraient entraîner la chute du pensionnaire de Matignon, Michel Barnier, et de ses ministres. Joints directement ou indirectement, ce mercredi, les 5 députés de la Sarthe nous font savoir leur position. Le reportage d'Anthony Piton. Sans surprise, les 5 députés de la Sarthe ont un avis bien différent sur les motions de censure qui pourraient faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. La censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. D'un côté, il y a ceux qui refusent d'accorder leur confiance au gouvernement. Élise Le Boucher, la députée LFI, est évidemment de ceux-là, alors que son groupe, le NFP, a déposé une motion de censure. Ce gouvernement et le Premier ministre a fait le choix de tendre la main plutôt au Rassemblement national qu'à gauche, qui a un double déni avec le fait de ne pas avoir nommé un gouvernement NFP et en plus de travailler plutôt avec le Rassemblement national. Même son de cloche pour la députée socialiste Marietta Karamanli, qui nous a envoyé sa position par écrit. Ma priorité demeure d'échanger sur les projets et de rejeter ceux qui ne répondent pas aux besoins des Français. C'est donc en toute logique que je refuserai d'accorder ma confiance au gouvernement. De l'autre côté, les députés du socle gouvernemental, eux, ne voteront pas les motions de censure. Pour Éric Martineau, la France a avant tout besoin d'un budget. La France a besoin de stabilité, de confiance et de redonner confiance. Honnêtement, pour moi, c'est irresponsable. Position partagée par la députée Renaissance Julie Delpech, qui nous a fait parvenir un communiqué. Le budget ne doit pas devenir l'instrument de stratégie électorale. Les Français méritent des élus qui agissent en responsabilité, pas des opposants qui s'enferment dans des postures. Jean-Carl Grelier, lui, ne cache pas son inquiétude face à l'instabilité politique. Je suis à la fois extrêmement en colère contre tous ces gens qui jouent avec des allumettes sur un baril de poudre en prenant tous les risques. Et puis je suis extrêmement inquiet de ce qui va advenir de notre pays. Les motions de censure seront examinées ce mercredi. Pour renverser le gouvernement, il faudrait qu'une d'entre elles recueille au moins 288 voix. Une mobilisation importante attendue au Mans ce jeudi. Et oui, en réponse à un appel à une journée nationale de grève, l'intersyndicale se mobilise avec tous les syndicats, fait assez rare. Le but, manifester contre certains projets gouvernementaux qui visent à faire des économies. L'éducation nationale devrait suivre le mouvement. Beaucoup d'accueils périscolaires et de cantines seront fermés le matin et ou le soir. Et puis dans cette manifestation, les missions locales ainsi que les acteurs et associations du milieu culturel se mobilisent suite aux annonces de coupes budgétaires du Conseil régional. Départ du cortège à 13h30 sur la place du Jet d'eau du Mans. Le CSE Renault devrait être vendu. Et ça ne fait pas l'unanimité, loin de là. La CGT organisait ce mercredi matin une conférence de presse pour dénoncer cette décision prise par le bureau du CSE. La surface de 9 400 m² serait achetée à 50 € par mètre carré, une somme dérisoire, avec un gymnase qui a été refait suite à l'incendie d'octobre 2020. Le syndicat voudrait donc faire estimer lui-même le site et trouver un arrangement avec la métropole du Mans. Écoutez Richard Germain, secrétaire adjoint de la CGT Renault.
Ce qu'on souhaite, c'est interpeller en fait les élus en fait de la ville du Mans et plus largement de Le Mans Métropole pour voir s'il y a possibilité que ce complexe en fait reste au niveau de la municipalité ou du Mans Métropole, à usage en fait des citoyens qui sont à côté et aussi des travailleurs de la zone. Après bientôt 10 ans de combat, l'association des Amis et des Riverains de Bénère a gagné son bras de fer contre le projet Ikea Leclerc et prépare donc l'avenir de ces terres. On en parle avec Jean-Claude Kerville, membre de l'association. Bonsoir Jean-Claude Kerville. Bonsoir. Alors Anthony le disait, ça fait bientôt 10 ans que des personnes se mobilisent pour préserver les terres de Bénère qui sont d'anciennes terres agricoles menacées d'être artificialisées pour un projet commercial. Vous avez eu gain de cause et là la dernière nouvelle c'est donc judiciairement. En mai 2024, la Cour d'appel d'Angers déboute le promoteur immobilier qui a signé notamment votre association pour recours abusif et ce promoteur ne se pourvoit pas en cassation. Vous le dites, c'est enfin la victoire. Oui, déjà que le projet ait été abandonné en 2022, c'était déjà une première étape. Hein. On ne pensait pas que le promoteur allait abandonner, hein, puisque malheureusement on avait perdu tous nos recours, hein, le dernier recours en Conseil d'État. Et il restait donc les assignations, puisque suite au TGI du Mans du novembre 2019, il avait été largement débouté, il avait fait appel. Et cet appel est examiné donc en janvier 2024 et le délibéré du 14 mai l'a débouté avec un jugement aussi sévère qu'au TGI du Mans. Et on attendait avant de pouvoir s'exprimer, de savoir s'il y avait un pouvoir en cassation. Il n'y en a pas, et donc du coup c'est une victoire. Oui, c'est une victoire, oui, c'est une grande satisfaction d'avoir pu... faire abandonner ce projet et d'avoir pu faire condamner, qu'il soit condamné par rapport à ses assignations. Justement, vous parlez de ce projet, il y a eu beaucoup de rebondissements avec, donc c'est un projet des années 2000 qui se concrétise avec une enquête publique qui est favorable à ce projet en 2015. Bénère est donc censé devenir une zone commerciale, mais vous êtes mobilisé, qu'est-ce qui vous a animé pendant toutes ces années ? Bien, le premier élément qu'on a mis en avant, c'est que le Mans Métropole était déjà suréquipé en zone commerciale. Donc ça n'était pas un besoin. Hein. Et ensuite, deuxième élément, artificialiser environ 22 hectares de terre, un béton et bitume. C'était pas trop judicieux non plus. Surtout qu'on était sur un coteau versant dont les eaux pluviales se déversent dans l'Huisne en amont de la prise d'eau de l'Épau, donc des risques de pollution de l'Huisne et d'arrêt de production de l'eau potable, ce qui nous semblait quand même particulièrement inquiétant. Il y a eu aussi de nombreuses visites d'élus qui sont venus à votre rencontre ou des personnalités. Est-ce que ça vous a apporté du soutien ? Oui, nous avons eu donc le soutien des élus verts, environ 6 ou 7 qui avaient déjà en conseil communautaire qui avaient voté contre. Ensuite, des élus, nous avons rencontré comment il s'appelait Monsieur Jadot qui est venu notamment. Monsieur Jadot, oui. Oui, c'est bien d'avoir quelques personnalités de renommée nationale qui passent nous voir. Bon, c'est une satisfaction, oui. Très brièvement, pourquoi est-ce que ce projet ne s'est pas fait ? Parce que vous le disiez, hein, vos recours, ils ont été oui, tous nos recours ont été rejetés, oui. Alors, nos recours n'étaient pas suspensifs. Les travaux auraient pu commencer en janvier 2017, mais les banques, au vu des recours, ont été frileuses et donc n'ont pas suivi, si bien que le promoteur a attendu. Et au bout de 8 ans, au cours de ces 8 ans, le contexte économique a changé, le Covid, la guerre en Ukraine. Et également les préoccupations autour de l'environnement qui font que ce projet n'est plus viable. Oui, enfin c'est surtout du point de vue économique. Hein. C'est le point de vue économique, le projet n'était plus viable. On le voit actuellement avec des autres enseignes qui sont en difficulté, tel Auchan. Ce mardi, vous organisiez donc une réunion publique, la 25e, vous me disiez. Oui. 65 personnes étaient réunies pour parler avenir. C'est quoi l'avenir de ces terres ? Eh bien, nous, ce que nous voudrions, c'est qu'il n'y ait pas d'autres projets aussi importants qui puissent revenir sur la table. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est que ces terres redeviennent
dans le cadre du plan local d'urbanisme, des terres agricoles ou naturelles. Et est-ce qu'il y a une chance que ça se produise tel que vous le dites ? Une chance, il y a peut-être des possibilités, puisque le plan local d'urbanisme, il y aura sans doute une modification prochainement, dans 1 an, dans 2 ans. Et il faut intégrer le zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'il va falloir que le Mans Métropole réduise son plan local d'urbanisme d'une façon assez drastique. Et donc on espère à cette occasion-là de pouvoir faire intégrer justement ces 34 hectares et demi de terre. Qu'elles redeviennent donc des terres agricoles ou naturelles, oui. Et vous continuerez de vous mobiliser en ce sens ? Et on va continuer de se mobiliser. C'est pas la fin de l'association que vous signifiez hier ? Non, c'est pas la fin de l'association. On va rester vigilant, on verra, on interviendra, on essaiera d'intervenir dès qu'on le pourra dans ce débat. Si vous avez envie de prendre d'autres informations, ou même de participer à cette association, il y a une page Facebook Bénère un autre avenir, ou alors par mail bénère.avenir@orange.fr. Merci Monsieur Kervil d'être venu sur notre plateau. Merci. Allez, on part au nord du département avec la mobilisation des agriculteurs qui continue. C'était l'acte 3 de cette mobilisation ce mercredi. Et oui, quelques agriculteurs des syndicats JA et FDSEA se sont réunis pour une opération de contrôle de produits au Leclerc d'Arcenay. Leur intention, interpeller l'enseigne et l'État sur un approvisionnement en produits d'origine contrôlée Europe et demander une revalorisation de leur salaire. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Les actions continuent pour ces agriculteurs, tracteurs visibles et caddies en main. Direction cette grande surface pour une opération de contrôle des produits d'origine animale. Puis vérifier les prix, les étiquetages, voir que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de concurrence déloyale, qu'il n'y ait pas de prix abusivement bas et que derrière, ça nous garantisse une juste rémunération de notre travail. La direction est intervenue, l'occasion pour les agriculteurs de leur adresser une charte à destination des grandes et moyennes surfaces. Parmi les engagements demandés, une rémunération équitable et une priorité aux circuits courts et européens. La première chose qu'on va faire, c'est remonter ce document à la centrale d'achat, qui va remonter ça au national, forcément. Mais je pense que ça ne sera pas le premier document qui sera remonté. C'est impossible de signer ce document à l'heure d'aujourd'hui. Sans signature de cette charte, les agriculteurs comptent renouveler ce type d'opération dans les prochaines semaines. À Coulennes, la plus haute tour, la tour des Sables, va être réhabilitée. Et ce mercredi, c'était la pose de la première dalle de la réhabilitation de cette tour de 18 étages, construite il y a 50 ans. Un chantier d'1 an qui coûte plus de 3,5 millions d'euros. Au programme, une nouvelle isolation thermique, une réfection des balcons, puis de nouvelles façades pour offrir une cure de jouvence à cette tour et une couleur dorée qui permet également de la valoriser. Je vous propose d'écouter Christophe Rouillon, le maire de la commune. La ville de Coulennes a 50% de logements sociaux, c'est le taux le plus important des Pays de la Loire. Et nous avons une fierté d'accueillir des personnes qui ont des petits loyers. C'est un mélange, donc nous voulons le valoriser. Et cet habillage de la tour en doré va faire qu'on va donner encore une image encore plus positive du logement social. C'est un rendez-vous à ne pas manquer et ça se passe sur LMTV. Et oui, ce week-end, c'est le début de l'Asian Le Mans Series, le championnat d'endurance automobile qui permet aux vainqueurs LMP2 et GT d'obtenir une invitation aux 24 heures du Mans 2025. 3 week-ends de course automobile en Asie et le premier, c'est dès samedi de 7h à 11h avec le speaker des 24 heures Bruno Vandestick au micro. Et puis dimanche de 7h à 11h avec Bruno Palmé, journaliste spécialisé dans l'endurance automobile. Alors, qui succédera au CrowdStrike Racing et à Pure Racing ? Eh bien, élément de réponse dès samedi 7h à suivre en direct sur notre antenne. Ces passionnés de Noël illuminent leur maison. Et on n'a jamais été aussi proche de Noël, Anthony, non ? Ça marche tous les jours, ça, non ? Ça marche vraiment tous les jours et on le fait chaque année. Et direction Meigné, entre Vallon-sur-Gé et Chemiril-Godin, où Jessie et Laurine ouvrent leur jardin gratuitement au public jusqu'au 5 janvier, chaque soir à la tombée de la nuit. Une passion qui les anime depuis 5 ans déjà. Découverte de la Maison des Lutins avec Laure Girard. Derniers essais techniques avant ouverture de ce jardin privé, le 1er décembre. Tous les soirs, on allume pour voir si tout fonctionne. Et là, c'est bon ? Là, c'est parfait. C'est parfait, mais Laurine, Jessie et leur petit lutin Aaron sont du genre perfectionniste. Chaque détail est soigné pour accueillir les curieux dans leur jardin.
Parce que depuis que je suis tout petit, c'est moi qui décore la maison chez mes parents. Du coup, j'ai toujours été fan de ça. Et quand j'étais petit, c'est pareil, j'allais toujours visiter des maisons dans le Nord Sarthe. Et en ce moment, il n'y en a plus tellement. Aujourd'hui, il n'y en a plus tellement, on n'en voit plus partout. Donc j'ai toujours voulu faire ça et je fais ça aujourd'hui. Et pour apporter un peu de magie de Noël, Jessie et Laurine ne comptent pas. Entre 2 et 3 km de guirlandes, 35 sapins, 26 Pères Noël, des luminaires achetés et des fabrications maison faites de récupération pour limiter les frais. C'est du laine, on peut dire que ça consomme pas beaucoup, mais toute franchise, ça consomme un peu. On va pas se le cacher, mais ce plaisir en fait d'avoir ça une fois par an, ça vaut 50 €, je trouve. De quoi faire briller les yeux des petits et des grands dans la commune de Mesnier, où vous trouverez ce jardin illuminé à la tombée de la nuit tous les soirs jusqu'au 5 janvier. Même le chat Kina participe à la fête, une famille qui croit toujours en la magie de Noël. Magnifique. En deuxième partie d'Au Quotidien, on sera avec Daniel Levoyer pour parler de ce livre qui est réédité, Le Mans d'antan, qui montre la capitale sartoise au XXe siècle. Ça sera juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en espérant que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt mitigées, vous le voyez, avec la formation de nombreux bancs de brume et de brouillard. Alors parfois du brouillard assez épais, donc grande prudence lorsque vous allez reprendre les routes pour rentrer à la maison. Côté température, celle-ci évolue entre 4 et 5 degrés, avec 4 degrés du côté d'Angers ou encore pour Sille-Guillaume, ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe, 5 pour Laval, au Mans ou encore pour Alençon, idem pour Vendôme, Tours ou encore du côté de Blois. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez, un ciel qui restera malheureusement encore assez chargé avec toujours de nombreux nuages. On aura également cette perturbation qui va également amener quelques gouttes de pluie sous forme d'averses. Côté température, celle-ci évolue entre 4 et 6 degrés au petit matin, ça restera plutôt bien homogène avec 4 degrés pour la Flèche, 5 au Mans ou encore du côté d'Alençon ainsi que pour Mamers, 6 degrés à Vendôme, Blois, Tours ou encore pour Laval, même chose du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, deux choses à noter. Déjà, toujours cette perturbation qui reste d'actualité avec encore de nombreux nuages, quelques averses, mais surtout ces températures qui auront tendance à grimper. On repassera bien au-dessus des normales de saison avec 14 degrés à Mamers ou encore au Mans, 15 degrés à Montval-sur-Loire, Angers, pour Blois ou encore du côté de Vendôme. Je le rappelle les amis, normalement à cette même époque de l'année, on devrait tourner entre 8 voire 9 degrés. Concernant la journée de vendredi, un ciel qui restera plutôt lumineux dans l'ensemble avec cette accalmie qui se met en place. Les températures, elles, resteront plutôt stationnaires, toujours au-dessus des normales de saison. Et pour la journée de samedi, vous le voyez, malheureusement les traces d'une nouvelle perturbation. Alors bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation ce mercredi soir avec des vents plus soutenus qui va contribuer à la dispersion de polluants émis localement, mais qui va également favoriser l'import d'ozone en provenance de l'océan. Les qualités de l'air devraient donc être moyennes ce jeudi. Allez, maintenant, on va plonger dans Le Mans d'antan, Le Mans du XXe siècle avec Daniel Levoyer. Vous êtes l'ancien président et membre du comité de rédaction de La Vie Mancelle et Sartoise. Toujours ancien président, comme vous venez de le préciser, et toujours rédacteur, effectivement. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Avec vous, on va parler donc de la 3e réédition de ce livre, Le Mans d'antan. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? Alors, tout ce qu'était Le Mans il y a 100 ans et un peu plus aujourd'hui, puisque ça fait 100. La première édition a eu lieu en 2008, là, vous vous rappeliez. Mais là, on voit Le Mans, ce qu'était Le Mans il y a un siècle, c'est-à-dire à l'époque de nos grands-parents et peut-être un peu plus encore. Avec 300 cartes postales, 300 cartes qui retracent l'époque. 250 issues de ma propre collection, effectivement. Le but, c'est de faire découvrir
l'ancien mode de vie. Et oui, comment vivaient nos ancêtres ou nos anciens? Eh bien, tout simplement à travers... Alors, Le Mans n'a pas changé dans sa configuration, hein. On trouve le tram dans les mêmes axes à peu près. Le T1, le T2, il reprend exactement pour aller au Maillet, pour aller à l'hôpital, pour aller à Pont-Dieu, pour aller à la gare, à part la rue des Minimes qui a été épargnée et la rue Gambetta. Mais malgré tout, on voit sur les images qu'il y a quand même des changements, notamment Absolument. dans l'architecture. Mais etc. les commerces étaient quand même beaucoup plus vivants qu'aujourd'hui, je trouve. Voilà, c'est avec des flashs quand même très, très bien construits au niveau de l'écriture. Hein, les deux Jacques Goyer et Jacques Chaussumier, effectivement, se sont appuyés fortement sur de belles images en texte. Justement, ce livre, la première sortie, c'était dans les années 2000, écriture donc par deux membres, vous venez de le dire, Jacques Chaussumier et Jacques Goyer, aujourd'hui tous deux décédés, mais nous les avions rencontrés dans Opinion sur rue. Ils nous parlent de leur méthode pour écrire de tels ouvrages. Regardez. Donc, ça a été des recherches, mais également j'ai eu la chance d'avoir mon beau-père qui a été commerçant dans la rue des Minimes. Il a été pendant près de 40 ans. Hein. Et donc, c'était un homme charmant et qui, en plus de ça, aimait bien raconter ce qui se passait. Hein, et ce qui se passait dans la rue des Minimes. Alors, un jour, il devait avoir dans les 85 ans environ, eh bien, je l'ai pris au magnétophone et de façon à... Vous avez tout noté. Et j'ai gardé la bande et puis j'ai noté au fur et à mesure. Pour terminer, c'est quoi votre moteur au milieu de tout cela? C'est la transmission du savoir, la transmission de la connaissance, c'est le partage, Oui, c'est un peu le partage, c'est vouloir faire connaître aux autres ce que moi-même j'ai vécu, j'ai ressenti, quoi, et puis mieux faire connaître les pays que j'ai connus, et puis même la Sarthe. Voilà, c'était deux historiens spécialistes. Belle surprise de les revoir à l'écran. Et justement, c'était deux historiens spécialistes. Pourquoi est-ce qu'ils étaient si légitimes à écrire un tel livre? Alors, Jacques Goyer a été le président, le membre fondateur des Écrivains du Maine, président des Écrivains de l'Ouest, président de la Vie mensuelle des Sartoises, enseignant, donc tout à fait légitime. Jacques Chaussumier a été le président de l'Office de tourisme et a fondé la Vie mensuelle, un des fondateurs de la Vie mensuelle en 1959, le 3 décembre. On en a parlé... Bientôt 65 ans. Bah oui, c'est ça qui est assez intéressant, c'est oui. cette longévité. On a parlé tout à l'heure du fait que c'était la 3e réédition de ce livre. Oui. Ça veut dire quelque chose quand même. Ah mais ça veut dire qu'effectivement, c'est du patrimoine. Donc les anciens, ma foi, replongent dans leur passé. Les plus récents qui arrivent au Mans découvrent une ville et peuvent faire la différence à travers les commerces, à travers les commerces, les industries, le sport. Il y avait 8 casernes au Mans peut-être, plus une bien sûr, mais d'autres lieux sont nés aux mêmes emplacements. Et donc vous le disiez également, 300 cartes postales, dont 250 issues de votre propre collection. Oui. Comment est-ce que ça se fait que vous les ayez eues ces cartes? Parce que vous n'étiez pas né au début du XXe siècle. Pas franchement. Pas encore. Comment ça se fait que vous ayez eu toutes ces cartes? Tout simplement parce que j'ai peut-être la fibre un petit peu historienne et puis je suis pas nostalgique du passé, mais j'aimais bien découvrir comment était ma ville, même dans mes jeunes années. Et donc, il s'est trouvé que j'ai eu la possibilité d'acquérir un grand nombre de cartes postales anciennes et je me suis spécialisé effectivement uniquement sur le Mans. J'en ai eu plus de 6000 à peu près. Très rapidement, on va vous montrer une photo, c'est celle par exemple de la rue Gambetta ou du circuit. On peut parler du circuit d'abord parce que le circuit accueille aujourd'hui des centaines de milliers de personnes et à l'époque c'était beaucoup plus confidentiel, même s'il y avait du monde. Hein. Il y a eu 3 périodes. Le circuit de 1906 qui lui c'était le circuit de la Sarthe, le 23 la création des 24 heures du Mans, mais entre ces deux grandes compétitions, 1913, 1912 ou 11, il y a eu effectivement des compétitions avec des sacrés bolides et des sacrés pilotes. Hein. Et donc, Le Mans est un peu la capitale de l'automobile. Bien sûr. Hein, autant se faire plaisir en le disant. Bien sûr, et puis autant être chauvin. Vous pouvez découvrir donc toutes ces petites anecdotes autour du circuit ou autour de la ville. Par exemple, le tramway qui passait au même endroit que le tram actuel. C'est dans ce livre, Le Mans d'antan, 112 pages, 29
19,90 € avec donc beaucoup d'images et beaucoup de cartes postales aux éditions Hervé Chopin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, enfin si, on a repris les jeux cette semaine sur LMTV Sarthe. Alors on vous propose de gagner 2 places pour la 10e bourse d'échange à Arnage, l'événement qui a lieu le dimanche 15 décembre de 9h à 16h. Et puis le deuxième événement pour lequel vous pouvez gagner vos places, c'est le spectacle équestre Reconnexion de la compagnie Orstella qui aura lieu au Pôle européen du cheval d'Ivry-l'Évêque du 19 au 22 décembre. 6 représentations d'1h30 auront lieu et donc si vous êtes sélectionné, vous pourrez choisir votre créneau. Pour cela, rien de plus simple, vous nous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre nom et vos coordonnées. Au quotidien ce jeudi, la rédaction vous propose un journal tout en images. Laure Girard reçoit Jean-Luc Fontaine et Annie Lancelot de l'association Mémoires Ivréennes. Ils viendront nous parler eux aussi d'un ouvrage historique, Ivré au fil de l'huile dans le sillage de la velue. Et dans quelques instants, sur LMTV Sarthe, on est mercredi, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand. Direction le salon au vignoble qui a rassemblé plus de 7500 personnes cette année. Ensuite, nous irons du côté de Brett-les-Pins qui a organisé le concours des pièces artistiques en chocolat. On ira ensuite voir le concert caritatif Children of the Sun avec Frédéric Zetoun. Et puis présentation du 36e salon d'automne des arts plastiques sabolien qui se déroule jusqu'au 8 décembre. Ça, c'est ce riche programme, c'est dans quelques instants dans l'infiltré. Pour l'info, on se donne rendez-vous à 18h30 ce jeudi dans un journal tout en images. Bonne soirée à tous, salut.